L'invité de la matinale. KTO Radio. La COP 29 sur le climat s'est ouverte hier à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Outre l'aspect environnemental, quand on sait que la moitié du budget du pays repose sur l'extraction du pétrole et du gaz, le choix de Bakou pose question face à aux violations des droits humains et du droit international dans la région arménienne du Haut-Karabagh, y compris la destruction du patrimoine culturel et religieux, ce qui n'empêche pas la COP 29 de s'y dérouler. On tente de comprendre pourquoi ce matin avec le géopolitologue Tigran Yegavian. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à l'université Schiller et auteur de l'ouvrage Géopolitique de l'Arménie aux éditions Bibliomonde. Alors revenons d'abord sur la situation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Que se passe-t-il depuis plus d'un an? Rappelez-nous dans la région du Haut-Karabagh. Disons qu'en septembre de l'année dernière, en 2023, la population arménienne du Haut-Karabagh, l'Artsakh arménien, qui était vraiment le berceau et le bouclier de l'Arménie, a été victime d'un nettoyage ethnique, puisque l'Azerbaïdjan avait lancé une offensive militaire pour s'emparer de cette enclave qui était dans une situation très précaire depuis déjà 3 ans, depuis la guerre de 2020. Et donc ce nettoyage ethnique a eu lieu en fait dans un climat d'indifférence quasi générale, puisqu'il y a eu zéro condamnation de la part de la communauté internationale. L'Azerbaïdjan a agi dans le cadre de sa politique de recouvrement de son intégrité territoriale, puisque ce territoire officiellement a été reconnu comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. Depuis, donc ces réfugiés en Arménie, même dispersés ailleurs, on a qui sont partis en Russie. On n'a aucune nouvelle des otages, parce qu'il y a beaucoup de prisonniers aussi, beaucoup de prisonniers politiques et militaires arméniens qui sont incarcérés dans les geôles du pouvoir azerbaïdjanais, dans des conditions extrêmement précaires, beaucoup sont torturés. Et nous n'avons aussi pas beaucoup d'informations sur l'état du patrimoine culturel arménien, patrimoine national, s'il en est, puisque le Haut-Karabagh recèle d'importants monastères. Mais on a eu vent, grâce à des images satellites, de l'évolution d'un travail de destruction systématique de certains sites, voire de défiguration de certaines églises qui, il faut, aux yeux du pouvoir azerbaïdjanais, si vous voulez, ôter tout caractère national qui renvoie à l'identité arménienne. Donc les Azerbaïdjanais ont une politique de révisionnisme, de négationnisme qui vise à défigurer donc ce patrimoine et le rebaptiser albanais du Caucase, qui est en fait une allusion à un ancien peuple chrétien qui s'est évanoui au 8e siècle dans cette région, pour prouver qu'en fait, les Arméniens n'ont jamais vécu dans le Karabakh. Et puis s'il y avait des Arméniens, c'était des Albanais arménisés. C'est la thèse du pouvoir et il s'attache à le faire avec la complicité de l'UNESCO et de la communauté internationale. Les faits que vous avancez sont régulièrement dénoncés, comme hier encore sur notre antenne par le directeur de l'œuvre d'Orient, notamment Monseigneur Pascal Golnisch. On compte, je crois, 120 000 réfugiés arméniens du Haut-Karabakh. Dans quelles conditions vivent-ils ? Ces réfugiés-là ont massivement donc élu domicile en Arménie et sont arrivés dans un état, il faut le savoir, mais de profonde détresse psychologique et physiologique, car ils avaient été victimes d'un blocus de plus de 9 mois perpétré par l'Azerbaïdjan, donc qui ne faisait pas entrer les vivres, l'alimentation, et donc ils étaient affamés dans un état vraiment de grand dénuement. Et ils ont trouvé certes un peu de réconfort en Arménie, mais la situation est très précaire, car le gouvernement arménien se méfie un peu de cette population de réfugiés qui estime à juste titre avoir été abandonnée par ce gouvernement arménien qui n'a pas bougé pour les secourir, car l'Arménie elle-même est dans une position extrêmement critique et vulnérable. Et donc, elle a fait le choix, en tout cas ce pouvoir arménien, de renoncer au Karabakh pour gagner la paix avec l'Azerbaïdjan au prix d'immenses sacrifices. Donc, cette population-là ne bénéficie pas, par exemple, de la citoyenneté arménienne. Ils ont des passeports, mais ils n'ont pas le droit de vote. Et ils n'ont pas le droit aussi de vaquer à des activités politiques. En tout cas, ils sont très étroitement surveillés par la police. Ce qui explique qu'on est dans un schéma, en fait, où il n'y a pas beaucoup de volonté de la part d'Erevan de porter la question
du droit au retour, des Arméniens de l'Artsakh. Ils le font pas pour une raison très simple, c'est qu'Azerbaïdjan exerce une telle pression sur l'Arménie, une telle pression. Tous les jours, il y a des discours belliqueux, une rhétorique martiale dans laquelle ils parlent d'envahir l'Arménie. Si l'Arménie ne remplit pas ses conditions pour un traité de paix, voire ils parlent de l'Arménie comme de l'Azerbaïdjan occidental. Il y a toute une région au sud de l'Arménie qui voudrait annexer et même faire venir coloniser. Donc l'Arménie est dans une position extrêmement timorée, ce qui explique entre guillemets le lâchage des Arméniens du Hmm. Haut-Karabakh qui essaient de survivre dans des conditions encore précaires. Dans ce contexte, Tigran Yegevian, comment comprendre que l'Azerbaïdjan ait été choisi comme pays organisateur de cette COP pour le climat, qui est quand même un événement mondial? Oui, mais il vous a pas échappé que c'est la troisième fois qu'un État autoritaire est choisi pour la COP. Ça a été l'Égypte, ça a été les Émirats arabes unis, mais cette fois-ci, on a un État qui est de taille beaucoup plus inférieure, mais qui, depuis des années, pratique une diplomatie d'influence, qu'on appelle la diplomatie du caviar, qui consiste à acheter de l'influence via une corruption active des décideurs internationaux. Il y a beaucoup de journalistes d'investigation qui sont intéressés à ces scandales qui entachent le Parlement européen, le Parlement du Conseil, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, certains politiciens européens, etc. L'Azerbaïdjan est un pays stratégique parce qu'il est au carrefour des voies de communication géostratégique, les hydrocarbures. Un pays, vous l'avez souligné, qui produit du pétrole et du gaz, mais qui est en déclin sur ce plan-là. Un pays qui pratique une vraie politique liberticide, parce que les standards des organisations, en tout cas les standards des droits de l'homme et de liberté d'expression, avoisinent ceux de la Corée du Nord, donc c'est pas un pays très reluisant. La France elle-même, via les affaires étrangères, a demandé à ses ressortissants de ne pas se rendre en Azerbaïdjan, où des Français sont incarcérés pour des raisons arbitraires, parce que l'Azerbaïdjan veut faire payer à la France son soutien à l'Arménie. Donc un pays qui est un danger pour l'écologie aussi, puisque l'Azerbaïdjan a pollué ses sols. Dans le cadre de la guerre de reconquête du Haut-Karabakh, a utilisé des armes au phosphore pour détruire la couverture forestière, pratique comment dirais-je, beaucoup de forages miniers qui sont dévastateurs pour le climat. Mais malgré cela, l'Azerbaïdjan est un pays qui compte énormément parce que les Européens considèrent que c'est une voie de passage, de contournement des gazoducs russes, alors que les Russes considèrent que c'est une voie de passage de contournement des sanctions internationales. Donc vous avez un pays qui joue sur les deux tableaux parfaitement bien et qui sait très bien faire monter les enchères. Une manifestation à l'appel de plusieurs associations chrétiennes s'est tenue à Paris le 5 novembre dernier. L'Œuvre d'Orient appelait au boycott quelques jours après un appel identique formulé par l'Union européenne. Est-ce que des pays ont répondu à cet appel au boycott? Bah, disons que non, personne ne boycotte à part des personnalités de second rang ou des anciens ministres en France. Bon, la maire Hidalgo, la maire de Paris, bien sûr, grand soutien de la cause arménienne. Mais aux États-Unis, c'était quelques députés, quelques membres du Congrès qui se sont offusqués de cette farce, cette mauvaise farce, qu'est un pays qui est une dictature, un des pires régimes un dictatorial donc la planète, qui est un des pires pollueurs de la planète, qui accueille la COP29 pour légitimer son nettoyage ethnique des Arméniens du Haut-Karabakh tout en opprimant ses opposants et les pourchassant en France. Enfin, de qui se moque-t-on? C'est une farce qui entache la crédibilité d'acteurs comme l'Union européenne. L'Union européenne, qui est un pays qui joue les vierges effarouchées avec la Géorgie, qui, à juste titre, a entaché donc, de fraude le dernier scrutin, mais n'a aucun problème à féliciter la réélection du président azerbaïdjanais à des scores staliniens. Charles Michel n'a pas de problème à se rendre à Bakou et à féliciter M. Aliyev. Donc là, il y va de la crédibilité, de la cohérence des Européens. Mais j'ajoute aussi qu'on a un problème au niveau des églises. Donc, Hmm. Comment d'un se côté, positionnent oui. justement les églises, l'Église catholique d'abord? Alors, l'Église la catholique de France est solidaire des Arméniens, puisque la conférence des évêques de France n'a pas eu de problème à condamner l'agresseur et dénoncer l'agression en 2020 et s'inquiète du sort du patrimoine. Le principal relais du combat pour la défense des droits au retour, encore une fois, il faut marteler le droit au retour des Arméniens de l'Artsakh. Ce n'est pas qu'une question de prisonniers, c'est pas qu'une question aussi de patrimoine culturel ou de droit culturel, c'est une question fondamentale. Il n'y a que l'œuvre d'Orient, en fait, qui est vraiment
qui est en avant-garde. Le reste, c'est l'état du Saint-Siège qui pose un problème puisque le Vatican entretient des relations plus que cordiales, voire amicales avec la dictature azerbaïdjanaise. Pas plus tard que il y a quelques jours, Monseigneur Gucciruti, qui est préfet au dicastère des Églises orientales, a reçu encore le président de la Fondation Aliyev, fondation officielle de mécénat, mais agent carburant de la diplomatie du caviar, qui depuis des années, entretient des relations extrêmement suivies avec le Saint-Siège, des relations de mécénat pour restaurer des églises catholiques un peu dans le monde, la cathédrale Saint-Paul hors les murs en dernier acte. Donc tout cela, au fait, suscite un profond malaise parce que d'un côté, le pape François a reconnu le génocide arménien de 1915, il n'a pas de problème avec ça, mais on ne l'a pas entendu sur la question du Haut-Karabakh. En 2020, il n'a jamais dénoncé l'agresseur. Jamais, jamais, jamais. Macron l'a fait, le président français l'a fait, lui, jamais. Encore une fois, l'Église catholique, enfin en tout cas l'État du Saint-Siège, parce qu'il faut vraiment faire la part des choses, les États sont des monstres froids, on comprend, mais ne s'est jamais préoccupé du sort du patrimoine arménien du Haut-Karabakh. Donc moi je dirais qu'il y a l'État du Saint-Siège pratique une politique de non seulement de non-assistance à nations chrétiennes en danger, en l'occurrence la première nation du monde, mais en plus est coupable de complicité avec un régime dictatorial et génocidaire. Parce que ce qui se passe dans le Haut-Karabakh, ce n'est pas un fait isolé, c'est tout simplement la poursuite et la finalisation d'un processus d'extermination qui a commencé au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, contre les Arméniens de la région. Et on le voit bien parce que vous avez la première phase, c'est l'incitation à la haine, les pogroms, il y a eu des pogroms, il y a eu des massacres en 18, en 88, et puis après, nettoyage ethnique et ethnocide, c'est-à-dire destruction du patrimoine, pour effacer toute trace de la civilisation arménienne. Tigran Yegavian, une dernière question. En quelques mots, les 3 responsables des églises d'Arménie ont appelé à prier pour la libération des prisonniers politiques et appelé également au retour des Arméniens du Haut-Karabakh. Vous avez dit la difficulté du droit au retour des Arméniens du Haut-Karabakh. Dans quelle mesure tout cela reste envisageable ? Pour l'instant, il faut être réaliste. Vous avez un régime génocidaire, dictatorial, donc les Aliyev, qui n'a qu'un but, c'est de canaliser l'arménophobie, la haine des Arméniens et la dévitalisation de l'État arménien, parce que c'est ça le projet, c'est qu'ils vont pas s'arrêter au Karabakh, ils veulent poursuivre, ils veulent attaquer le sud de l'Arménie pour s'emparer d'un corridor stratégique qui permettra d'avoir une continuité territoriale avec la Turquie. C'est très important pour l'Azerbaïdjan, pour la Turquie. Donc, tant que vous aurez ce régime au pouvoir, les Arméniens seront en danger, ils seront menacés. Mais pas que les Arméniens, je veux dire, les équilibres aussi mondiaux, parce que l'Azerbaïdjan est une menace mondiale par tout cela. Donc, tant que vous n'aurez pas de dénonciation, parce que c'est ça le problème de cette COP. Cette COP-là, en fait, elle sert à légitimer ce régime. Donc, tant que vous n'aurez pas de dénonciation de la part des pays concernés, contre ces dérives, oui, effectivement, on est en lieu de ne faut pas s'étonner si on arrive à des résultats où on fait l'autruche. Donc c'est très grave ce qui se passe. Et malheureusement, les Arméniens, encore une fois, sont infiniment seuls, puisque la Russie, qui était le principal protecteur garant de l'Arménie, a lâché l'Arménie au profit de l'Azerbaïdjan. Merci Tigran Yegavian pour vos éclairages sur la tenue de la COP29 en Azerbaïdjan dans un contexte d'invasion de la région arménienne du Haut-Karabakh. Et je rappelle que vous êtes professeur à l'université Schiller et auteur de l'ouvrage Géopolitique de l'Arménie aux éditions Bibliomonde. Encore merci beaucoup Tigran Yegavian. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée.